Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier de l'ANAMACAP consacré aujourd'hui à la prise en charge des cancers de la prostate localisés. Alors, pour décider de la prise en charge d'un cancer localisé, le patient doit répondre à un certain nombre de questions. En effet, il faut savoir ce qui doit être évalué avant de prendre la décision de prise en charge, la gravité de la maladie, l'état général avec éventuellement les autres pathologies qu'on appelle les comorbidités, les troubles fonctionnels, urinaires ou déjà les troubles de l'érection par exemple, et puis quelles sont les priorités de vie. Avec ces évaluations qui doivent être faites, le médecin doit pouvoir proposer des options de prise en charge, et souvent ces options peuvent être challengées ou reprécisées avec un deuxième avis médical. Alors, qu'est-ce qui doit être dit au patient? Il doit lui être expliqué de façon claire et transparente quels sont les bénéfices et les risques des différentes options de prise en charge si elles existent. Le patient participe bien sûr à ce choix, c'est une décision partagée. Il faut donc qu'il définisse quelles sont ses priorités de vie et ses priorités en termes de qualité de vie, et puis quelles vont être ses forces et ses faiblesses potentielles face au traitement. À partir de là, il va pouvoir argumenter avec le praticien les différentes options et peser le pour et le contre pour cette prise en charge et finalement trouver le meilleur terrain d'entente pour lui apporter le bénéfice bien sûr en termes de guérison du cancer, mais aussi en termes de qualité de vie. Alors, il est important de repréciser dès le départ qu'est-ce qu'un cancer. Un cancer, c'est une tumeur maligne, et donc il y a deux termes, le terme tumeur et le tumeur maligne. Le terme tumeur définit une prolifération cellulaire, et cette prolifération cellulaire, elle provient d'une cellule mère qui va donner des cellules filles, et qui vont se propager de génération en génération, qu'on appelle donc une propagation clonale. Cette prolifération, elle n'est plus régulée, elle devient autonome, et plupart du temps, elle est désorganisée, anarchique, c'est-à-dire qu'elle ne va plus reconstruire l'architecture d'un tissu normal, mais au contraire, être une prolifération de juxtaposition cellulaire. Alors, cette prolifération est issue bien sûr d'une cellule mère qui appartient à un organe et qui définit le type cellulaire. Donc on parlera d'un adénocarcinome de la prostate, un cancer de la prostate, on va le voir dans sa forme plus générale, parce qu'il est dérivé des cellules glandulaires de la prostate. Donc cette perte des mécanismes de régulation, de renouvellement cellulaire, donc définit ce terme de tumeur. Donc les tumeurs peuvent être en effet solides, comme le cancer de la prostate, parce que elles sont agrégées entre elles. Et puis bien sûr, par exemple, pour les maladies hématologiques comme les leucémies, on parle de tumeurs liquides. Ce qui caractérise l'aspect de la malignité, donc du cancer, c'est sa capacité d'invasion des tissus autour de l'organe d'origine, ici la prostate, mais aussi de pouvoir migrer à distance, à travers en particulier la circulation, pour aller coloniser d'autres structures, d'autres organes dans le corps. C'est ce qu'on va appeler les métastases. Alors avec l'historique de la découverte médicale, il y a eu des ambiguïtés un peu sémantiques et statistiques qui génèrent aujourd'hui un certain nombre d'angoisses en fait en termes de langage, puisque le terme cancer évidemment fait peur. Toutefois, il représente en fait des entités qui ne sont pas homogènes, mais qui sont en effet différentes, en particulier en termes de potentiel d'agressivité ou de réduction de l'espérance de vie. Alors, en fait, ce terme il repose sur, pour le cancer de la prostate, sur des tumeurs épithéliales. Donc, on a vu précédemment que les tumeurs qui ne donnent pas de risque d'invasion de métastases sont des tumeurs considérées comme bénignes. C'est le cas par exemple de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou de l'adénome de la prostate.
Et puis celles qui sont susceptibles de donner des métastases, donc sont appelées malignes ou cancer, et peuvent en effet réduire l'espérance de vie. L'examen au microscope qui s'est fait à partir du 19e et du 20e siècle a donc classifié ces tumeurs sous le microscope pour parler, par exemple, de carcinome pour les tumeurs de la prostate, et comme ce sont des tumeurs qui proviennent des glandes, on parle d'adénocarcinome. Mais en fait, cette définition microscopique ne correspond pas forcément à la définition clinique qui est d'évoluer toujours vers des métastases et de pouvoir réduire l'espérance de vie. En effet, si on regarde les différents types de carcinomes, par exemple, les carcinomes basocellulaires de la peau, il y en a moins de 1% qui ont un risque de donner des métastases. Donc, ils s'approchent beaucoup plus des tumeurs bénignes que les autres cancers. Le cancer de la prostate, c'est dans 20 à 40% des cas qu'il peut y avoir une évolution vers des métastases. Donc, comme on le voit, dans plus de la moitié des cas, il n'y a pas non plus d'évolution vers les métastases. Et puis, les cancers du poumon sont des tumeurs beaucoup plus graves, avec là une propension à pouvoir donner des métastases, si on ne les traite pas immédiatement, de l'ordre de 100%. Donc il est important d'avoir ces chiffres en tête et de bien pondérer en fait le terme cancer lorsqu'il est utilisé en fonction évidemment de son contexte. On parle aujourd'hui de cancer localisé de la prostate. Quand on parle de cancer localisé de la prostate, on va donc parler, comme on vient de le voir, des adénocarcinomes de la prostate, des cancers glandulaires de la prostate, qui représentent plus de 90% des cancers de la prostate. Il existe en effet moins de 10% d'autres cancers, comme les sarcomes, par exemple, qui peuvent exister à différents âges et qui ne concernent pas du tout en fait, le sujet d'aujourd'hui. Pour que ce soit un cancer localisé, il faut donc qu'il soit confiné à l'organe, ici la prostate, c'est-à-dire que la tumeur soit à l'intérieur de la prostate, qu'elle se soit développée à partir des cellules mères à l'intérieur de celle-ci. Ça veut dire qu'elle n'a pas dépassé les limites de l'organe. Ces limites, on les appelle improprement capsules. Il n'y a pas de vraie capsule à la prostate. Il y a un environnement qui est fait de graisse autour de la prostate. Il faut donc que la tumeur n'atteigne pas en fait cette graisse périprostatique pour qu'on puisse utiliser le terme de localiser. Et puis bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'extension de métastases à distance, de migration des cellules via la circulation lymphatique ou veineuse par exemple, qui vont donner donc colonisation de cellules cancéreuses prostatiques dans des ganglions lymphatiques, dans les os, dans d'autres organes. Pour savoir si un cancer de la prostate est localisé, il faut donc faire un bilan d'extension une fois que le diagnostic est établi. Aujourd'hui, l'IRM de la prostate est obligatoire avant de réaliser des biopsies prostatiques. Ne pas l'avoir fait, ça aurait en effet une faute. Cette IRM, elle renseigne déjà sur un certain nombre de choses. Elle permet d'avoir une bonne fiabilité pour savoir si la tumeur a, comme on l'a vu, atteint la limite de la prostate, c'est-à-dire va vers la graisse périprostatique, donc dépasse la capsule prostatique, comme on l'a vu. Et également, cette IRM, comme elle est faite au niveau du ce qu'on appelle le petit bassin, le pelvis, explore les ganglions lymphatiques iliaques du pelvis et donc permet d'éliminer en partie, en fait, du fait de la sensibilité de cet examen, des métastases importantes au niveau de ces ganglions. Ce qui reste par contre à faire, que l'IRM, question à laquelle l'IRM ne peut pas répondre, c'est de savoir s'il y a des métastases qui sont à distance de la région du bassin, donc de la région autour de la prostate, d'autres ganglions, une atteinte des os ou une atteinte d'autres organes comme le foie par exemple ou les poumons. Alors pour cela, il faut avoir des examens bien sûr performants. Et là, progressivement aussi, les avancées médicales font que de plus en plus, on a des outils performants. Pourquoi performant? Puisque la fiabilité de l'examen pour répondre à la question d'un cancer est-il localisé est évidemment importante. Si vous utilisez classique, encore ces dernières années, un simple scanner et une scintigraphie osseuse, la sensibilité, comme vous voyez sur ce graphe, n'est pas excellente, c'est-à-dire que même si ces examens sont
négatif, il peut quand même exister un certain nombre de pourcentages non négligeables de métastases à distance que l'on méconnaît. Aujourd'hui, les examens les plus performants sont ceux qui sont présentés ici en haut et à gauche de ce graphe, donc qui sont les plus sensibles et qui vont être également spécifiques. Ces examens sont, par exemple, donc, derrière l'IRM, on l'a vu, d'utiliser le PET scan avec comme marqueur le PSMA ou le TEP calling, comme il peut être proposé. Il peut y avoir aussi, bien sûr, le curage chirurgical lorsqu'une chirurgie est faite, qui finalement est une référence. Toutefois, cet examen ayant une certaine comorbidité ne doit se faire que dans certaines circonstances. Donc l'imagerie a toute sa place ici. Et aujourd'hui, l'IRM et le PET scan, qu'il soit colline ou PSMA, sont les examens de référence pour pouvoir dire qu'un cancer est localisé. Le bilan d'extension, comme on l'a vu, articulé grâce à l'imagerie, permet de définir donc les stades du cancer. Les cancers localisés sont généralement définis par 2 stades. Le plus fréquent, c'est celui qui est issu du dépistage, du diagnostic précoce, où on va avoir une tumeur donc au sein de la prostate qui ne donne pas de symptômes, qui est éventuellement palpable au toucher rectal ou en tous les cas visible en imagerie. Et puis il y a quelques cas de cancer localisés qui sont vraiment microscopiques, qu'on appelle les incidentalomes, puisqu'ils sont non visibles, non palpables pour le diagnostic, mais ils ont été trouvés par l'examen au microscope, par exemple, une partie de la prostate qui était enlevée pour un adénome, une pathologie bénigne de la prostate. Ces 2 stades, donc 1 et 2, font partie des cancers localisés. Puis il y a bien sûr les cancers avancés qui ne concernent pas aujourd'hui, qui peuvent être symptomatiques ou non, et qui sont définis par une tumeur qui dépasse les limites de la prostate ou qui a migré à distance. Ce sont les stades 3 ou 4 de la maladie. Alors, il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte pour évaluer la gravité du cancer de la prostate. C'est l'examen au microscope qui a permis le diagnostic à partir des biopsies de la prostate. Cet examen au microscope, il va permettre une classification de gravité, qu'on a appelé classiquement le score de Gleason, donc décrit par M. Gleason, ou plus récemment regroupé en score qu'on appelle ISUP, qui est la société d'uropathologie. Il s'évalue en ISUP de 1 à 5, 1 étant évidemment le moins agressif et 5 le plus agressif pour ce cancer. L'examen au microscope des biopsies permet aussi de reconnaître certaines variations, qu'on appelle donc des variants histologiques de l'adénocarcinome de la prostate. Donc on parle bien toujours des adénocarcinomes de la prostate. Et dans certains cas, il y a des variations et il était associé à ces variations tissulaires, d'observation tissulaire, des évolutions plus ou moins favorables. Voilà, la grande majorité, 90%, reste ce qu'on appelle les adénocarcinomes acinaires, sont ceux qui ont le meilleur pronostic. Et puis, il y a en particulier les variantes cribiformes et intraductales, qui représentent moins de 15% des adénocarcinomes de la prostate, qui vont être un peu plus graves. Et puis, dans certains cas, il existe une inflexion neuroendocrinienne qui, elle, va être un peu plus grave encore au sein de ces adénocarcinomes. Donc, ces éléments sont des facteurs aggravants qui doivent être pris en compte en fait dans la décision thérapeutique. Une fois que l'on a donc réalisé le bilan d'extension donc avec le stade,
on va pouvoir, avec également donc le score ISUP, définir et classer le cancer de la prostate en 3 niveaux de gravité. Donc généralement en France, on utilise la classification dite de D'Amico, comme on le voit, qui définit un risque évolutif faible. Si le PSA est inférieur à 10, si le score ISUP est à 1, et si on est dans les stades T1 et T2, comme on l'a vu. Un niveau intermédiaire, si le PSA est un peu plus haut, entre 10 et 20, ou si l'ISUP est à 2 ou à 3, si la maladie est un peu plus grosse dans la prostate qu'est-ce qu'un T2B, c'est-à-dire qu'il va occuper tout un lobe de la prostate. Enfin, le niveau 3, qui a un risque évolutif élevé, cette fois-ci le PSA est au-dessus de 20 nanogrammes par millilitre, ou si on a un ISUP qui va être à 4 ou 5, ou une tumeur qui touche les deux côtés de la prostate. Donc cette classification définit 3 niveaux, elle est un tout petit peu différente de celle utilisée par exemple en Angleterre, qui est le score de Cambridge, mais comme vous le voyez, elle se recoupe en partie et permet donc d'avoir une stratification de gravité qui va être à la base des options proposées pour le traitement. Alors il faut bien sûr tenir compte, à côté de cette stadification d'Amico ou Cambridge en faible risque, intermédiaire ou élevé, de facteurs potentiellement aggravants. Ces facteurs aggravants sont par exemple sur l'IRM qui a été réduit au départ, si on n'est pas tout à fait certain que la maladie n'ait pas dépassé les limites de la prostate parce qu'elle vient vraiment au contact et sur une assez grande partie, vous voyez 1 centimètre, ou si elle déforme un petit peu la capsule de la prostate. Donc ça c'est un facteur de suspicion en fait d'une maladie qui ne va pas être localisée. Si le patient présente un déficit en hormones masculines, qu'on appelle déficit androgénique, s'il a pris certains médicaments, par exemple pour une hypertrophie bénigne de la prostate, qui sont les inhibiteurs 5-alpha réductase, ou s'il a une obésité, ou si son taux de testostérone est bas. Pourquoi? Parce que en fait, ce déficit androgénique sous-estime l'élévation du PSA. Il masque en fait un PSA qui pourrait être plus élevé. Il y a des facteurs génétiques aussi qui sont acquis ou transmis au sein des familles, en particulier les mutations gène BRCA2, qui touchent par exemple la famille cancer du sein et cancer de la prostate en termes de prédisposition. Et ces anomalies peuvent être aussi acquises dans certaines tumeurs spontanément de la prostate. C'est un facteur d'agressivité. Les variants histologiques que l'on a vus, cribriforme intraductal ou l'infection neuroendocrine. Et puis récemment ont été établis des scores moléculaires qui permettent de regarder des profils d'expression de gènes dans la prostate. Donc plusieurs sont commercialisés, ils ne sont toutefois en France ni remboursés ni recommandés aujourd'hui, même s'ils le sont dans d'autres pays. Donc nous avons vu ici l'évaluation de la gravité du cancer. Le deuxième élément à mettre en face en fait de cette gravité, c'est le bilan fonctionnel et avant tout bien sûr l'état général et les comorbidités. Il ne s'agit pas bien sûr de proposer un traitement très agressif à quelqu'un qui a des maladies graves à côté et de ne pas s'occuper d'abord de ces maladies graves. Parmi ces troubles fonctionnels, ce bilan fonctionnel, on regarde bien sûr aussi s'il y a des troubles urinaires, les symptômes, par des questionnaires, par exemple le score IPSS qui est basé sur un questionnaire sur les troubles urinaires, la mesure du débit urinaire qu'il faut pousser pour faire pipi, est-ce que le jet est faible en le mesurant, et puis le volume de la prostate. Ce sont des éléments qui sont importants. Le volume de la prostate, c'est assez simple aujourd'hui puisque l'IRM a été fait pour les biopsies, donc on a une bonne idée de ce volume. Ça peut être éventuellement précisé en plus par une échographie. Et puis, est-ce qu'il y a des troubles fonctionnels sexuels, troubles de la libido, troubles de l'érection? Est-ce que le taux de testostérone est normal ou anormal? Bien sûr, avant de décider du traitement et pour évaluer
le bénéfice en termes des attendus en termes de qualité de vie, c'est aussi important. Pour les hommes depuis 75 ans, il existe également des scores qui évaluent en fait ce bilan fonctionnel en termes d'état général, qu'on appelle le score G8. Donc à partir de là, on a l'agressivité de la maladie qui a été stadifiée, l'état général et les troubles urinaires ou sexuels du patient, et ces éléments vont être pris en compte pour décider de la prise en charge. Donc, il va y avoir deux grands groupes en fait de prise en charge, qu'on appelle la prise en charge conservatrice, conserve la prostate, soit simplement parce qu'on va la surveiller sans autre intervention, soit parce qu'on va traiter de façon partielle, qu'on appelle une thérapie focale ou une super surveillance active, une ablation partielle au sein de la prostate. Ce sont les traitements conservateurs et puis les traitements dits radicaux ou totaux qui vont traiter toute la prostate, que ce soit la chirurgie en enlevant la prostate, la radiothérapie ou la curithérapie, qui vont donc irradier l'ensemble du volume également de la prostate, et ça plus ou moins combiné pour les maladies à plus haut risque, à risque élevé, avec une privation de testostérone qu'on appelle la privation androgénique avec des médicaments. Comme vous l'avez compris, les traitements conservateurs vont évidemment s'adresser aux tumeurs qui ont un faible risque évolutif et les traitements les plus radicaux, totaux, vont s'adresser aux maladies donc les plus graves à un risque évolutif élevé à travers la classification qu'on l'a vu précédemment de faible, intermédiaire et haut risque évolutif. Alors tout d'abord, quand on parle de surveillance, de quoi s'agit-il? Donc, il y a le terme de surveillance active et puis la surveillance passive. En fait, ce sont deux notions différentes. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à la surveillance active, c'est une maladie qui va être à faible risque évolutif, qui ne requiert pas donc de traitement immédiat, mais on va bien sûr la surveiller pour savoir si la tumeur en particulier va grossir petit à petit, et donc à ce moment-là, il faudrait quand même la traiter. Alors, la surveillance active, elle s'inscrit dans une fenêtre dite de curabilité, c'est-à-dire que on surveille, s'il ne se passe rien, évidemment, on continue à surveiller. Si la tumeur grossit, on va la traiter pour guérir le patient, donc pour être dans cette fenêtre de guérison en appliquant le traitement secondaire. Ça s'oppose à la surveillance passive. La surveillance passive, elle s'adresse plutôt aux personnes qui vont être âgées. Ces personnes âgées, on va attendre qu'ils aient potentiellement des symptômes de la maladie qui n'arriveront pas. Et si les symptômes arrivent, on va donc proposer à ce moment-là un traitement. Généralement, ce sera un traitement hormonal par privation androgénique qui sera proposé. On ne sera plus dans une vision, je dirais, de guérison, mais ces personnes âgées de repousser l'évolution de la maladie à un âge très avancé, et donc il y aura d'autres causes de mortalité qui vont apparaître avant. La surveillance active, si on y revient, donc c'est une prise en charge. Et vous voyez sur le graphe de gauche, en fait, quand on surveille et qu'on propose cette surveillance active, il y a à peu près 40% des tumeurs qui vont à 15 ans quand même être traitées, mais de façon évidemment différée. Et ça va donc pouvoir préserver la qualité de vie du patient. Et puis dans 60% des cas, les patients ne sont pas traités, ils n'auront jamais de traitement parce que la tumeur n'aura jamais grossi, jamais évolué. Cette prise en charge donc, a été montrée de façon très efficace par des études très performantes et puis surtout sur une longue durée, donc qui avoisine les 20 ans. On voit qu'il n'y a aucune différence entre une prise en charge par
prostatectomie, radiothérapie immédiate pour un cancer localisé par rapport à la surveillance active et dans tous les cas la mortalité par cancer, mais quelle que soit en fait la prise en charge, traitement ou pas traitement immédiat, est inférieure à 3%. Le traitement total, lui, il peut être indiqué pour des maladies plus graves au départ, on y reviendra. Il va bien sûr avoir des inconvénients. Comme on le voit, en fait, la prostate est située sous la vessie, elle entoure le canal qui permet de vidanger la vessie qu'on appelle l'urètre. Elle est entre les deux sphincters qui assurent la continence, elle est au contact des nerfs qui commandent l'érection, et puis elle est traversée par les voies spermatiques qui amènent donc au moment de l'éjaculation les spermatozoïdes à travers donc la prostate. La prostate elle-même est une grande partie en fait de la sécrétion du sperme. Donc quand on traite toute la prostate, que ce soit par chirurgie ou par irradiation, on va donc endommager ces différentes fonctions. Dans tous les cas, l'émission de sperme va être supprimée. Il y a un risque, en particulier pour la chirurgie, d'incontinence urinaire parce que on est obligé d'enlever un des sphincters qui est celui qui est juste sous la vessie. Et puis en fonction de la positionnement de la tumeur, s'il est périphérique, on peut être obligé de sacrifier les nerfs qui sont au contact de la prostate et donc ça va impacter évidemment les érections. Donc un risque de troubles de la continence urinaire, d'altération de la fonction urinaire et d'altération de la fonction sexuelle, en particulier sur les érections. Alors quels sont ces différents traitements totaux de la prostate? Donc, il y a la curithérapie. La curithérapie, on appelle aussi dans sa version anglo-saxonne la brachythérapie. Ce traitement il consiste à mettre des petits grains radioactifs au sein de la prostate, donc sous contrôle échographique au cours d'une anesthésie générale, et on va délivrer ainsi une forte dose d'irradiation, mais localisée à la prostate, puisque la radioactivité, on l'a mis en place à l'intérieur de la prostate. Et pour qu'elle soit efficace, il faut évidemment qu'il y ait assez de grains qui délivrent une dose suffisante thérapeutique au sein de cette prostate. Il y a peu de complications et d'excellents résultats. Le facteur limitant de ces techniques, c'est qu'il ne peut pas être appliqué si la prostate est assez volumineuse, s'il y a un adénome associé ou s'il y a eu une chirurgie en particulier de l'adénome préalable. Le deuxième traitement classique, c'est la prostatectomie, dite totale ou radicale. Donc, en fait, il s'agit d'une ablation de la prostate et des vésicules séminales qui sont juste en arrière de la prostate et qui va être plus ou moins élargie en fait aux bandelettes neurovasculaires, celles qui commandent l'érection en fonction de la situation de la tumeur et de son contact avec la périphérie de la prostate. Cette technique, elle est parfaitement établie, elle peut se faire soit en chirurgie classique, soit en chirurgie célioscopique ou laparoscopique, assistée ou non par robot. Bien sûr, c'est une intervention et s'applique à des personnes qui ont un état général suffisant et généralement elle ne se fait pas après 75 ans. Les résultats, leur but, c'est d'avoir un PSA qui est indosable, puisqu'on a enlevé toute la prostate, il n'y a plus de sécrétion de PSA, en tout cas, elle doit être inférieure à 0,1 nanogramme par millilitre, et on parle de récidive si le PSA augmente progressivement jusqu'à 0,2 nanogramme par millilitre. Les séquelles, bien sûr, elles vont être, je dirais, classiques, c'est les troubles de la fonction érectile, en particulier si on a enlever les nerfs qui commandent l'érection au cours de cette intervention, et puis le risque d'incontinence urinaire. L'incontinence très sévère, c'est 5%, mais les petites fuites, en fait, minimes, c'est plus de 80% après prostatectomie. Alors, comme on le voit sur cette diapositive, en fait, ici, on a représenté la prostate avec on a la vésicule séminale et les nerfs de l'érection. Tout ça, je expliquais pour exprimer que on va enlever dans la prostatectomie l'ensemble
partie vésicule séminale et de la prostate, et que, comme on le voit ici, si le cancer vient au contact des périphéries de la prostate, on est obligé de sacrifier ces nerfs de l'érection. Alors, est-ce que la prostatectomie doit être faite avec un robot ou sans robot? En fait, en termes de résultats sur l'aspect carcinologique, de guérison, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact non plus et aucune différence en termes de préservation de la continence ou de perte des érections. Ce qui change, ce sont un peu les suites opératoires et il y a une diminution du risque d'avoir une transfusion sanguine qui, en chirurgie classique, est un peu plus fréquente qu'en chirurgie par voie laparoscopique assistée par robot. La radiothérapie externe, donc, elle consiste à délivrer par des rayons qui viennent de l'extérieur de la prostate une dose thérapeutique qui dépend un petit peu de la gravité du cancer, donc qui peut atteindre jusqu'à 80 degrés, qui est une unité en fait de dose délivrée. Les résultats, comme la prostate est en place et qui est irradiée, donc le PSA va quand même chuter puisque les glandes vont être détruites dans la prostate. Il va rester son architecture. Le PSA doit être inférieur à 0,5 nanogrammes, mais il ne doit pas en fait monter de plus de 2 nanogrammes au-dessus de sa valeur minimale après le traitement. C'est ce qui définit la récidive après radiothérapie. Les séquelles, elles sont souvent décalées dans le temps, en particulier pour les troubles de l'érection. Ils peuvent être préservés s'il n'y a pas de traitement hormonal associé à la radiothérapie et ils vont apparaître un peu plus tôt que dans la population normale. Les troubles urinaires, il n'y a pas de troubles de la continence urinaire. Par contre, il peut y avoir une majoration de troubles mictionnels d'envie urgente, fréquente, si ces troubles existaient auparavant en particulier. Et puis, il peut y avoir des complications rectitradiques, c'est-à-dire que la face antérieure du rectum peut être touchée, ça peut donner des segments, des saignements en particulier au niveau du rectum. Alors cette radiothérapie externe, il y a différentes modalités aujourd'hui. Généralement, elle s'étale dans le temps sur plusieurs semaines. Différentes études ont aussi montré que vous pouvez la fractionner en fonction des doses pour réduire un petit peu le temps. En fait, il n'y a pas de différence si on propose une radiothérapie en fait externe sur une longue période ou sur un fractionnement qui va réduire le temps de traitement. Les thérapies focales, donc là, on n'est plus dans les traitements totaux de la prostate, on est dans les traitements dits focaux ou partiels de la prostate. Donc, si on prend le même schéma, tout à l'heure, on voit qu'on va traiter juste la zone tumorale. Et on va voir qu'il y a différentes énergies pour le faire. Vous voyez sur cette IRM par exemple, on a cette zone traitée en conservant le reste de la prostate. On parle de super surveillance active puisque bien sûr on a traité la zone tumorale, mais le reste de la prostate va rester en surveillance car ça n'empêche pas, quand on n'a pas touché au reste de la prostate, de développer un autre foyer de cancer de la prostate dans le temps. Et évidemment, il pourrait être traité de la même manière si c'était nécessaire. Ces thérapies focales, aujourd'hui, elles peuvent être faites dans certains centres en fonction des techniques qui sont utilisées, avec une recommandation, c'est que les patients soient suivis dans un cas de registre, en particulier en France, car même si les plus anciens ont maintenant plus de 20 ans, leur recul et continue à être évalué. Alors, quelles sont-elles ces thérapies focales? Il y a différentes manières en fait de délivrer focalement, donc sur une zone précise de la prostate. La plus classique, en tout cas en France, ce sont les ultrasons focalisés. Ce sont donc d'échographie et qui émet des ultrasons
à travers la paroi rectale. On peut ainsi focaliser ces ultrasons et brûler la zone intraprostatique tumorale. On peut aussi la congeler, c'est la cryothérapie. On peut aussi, je dirais, l'électrifier, c'est l'électroporation. Toutes ces énergies, évidemment, sont efficaces à partir du moment où on les applique sur la bonne zone où est la tumeur. Et puis, il y a bien sûr la radiothérapie externe avec la radiothérapie qu'on appelle stéréotaxique, qui est issue du traitement des rayons très, très précis qui étaient utilisés au départ pour traiter les tumeurs du cerveau, en particulier donc le cybercnave, qui sont des radiothérapies en effet très précises et qui sont même asservies également à des robots. Ou aussi la curéthérapie focale, qui consiste à mettre donc les grains radioactifs, comme on l'a vu, non pas dans toute la prostate, mais uniquement dans la zone pathologique de la prostate, la zone malade de la prostate. Alors, quelles sont les recommandations aujourd'hui? Elles se font en fonction, évidemment, on l'a vu, du risque évolutif de la maladie, nos trois groupes, faibles, intermédiaires, risque élevé d'évolution, et bien sûr de l'état général. Le groupe faible, alors qu'il y a des petites différences et des nuances telles qu'elles sont présentées en fonction des recommandations en France, par exemple ici en Angleterre. En France, la recommandation pour le groupe faible, c'est la surveillance active, mais laisse ouvertes les options de prostatectomie, radiothérapie, curithérapie, traitement focal. En Angleterre, la recommandation, c'est la surveillance active et il n'est pas reconnu comme acceptable de proposer pour un risque évolutif faible un traitement total de la prostate. Pour le groupe intermédiaire, en France, on propose soit une chirurgie, soit une radiothérapie, soit une curithérapie. Les différentes options sont possibles. Parfois un traitement plus étendu par ultrasons focalisé ou cryothérapie. Et en France, la surveillance active n'est pas recommandée, elle est classée comme une faible évidence, ce qui est totalement différent aussi de l'Angleterre, où en Angleterre, le choix est ouvert entre la surveillance active, la prostatectomie ou la radiothérapie, puisqu'à ce jour, on n'a aucune preuve qu'il y ait une différence avec 20 ans de recul entre une surveillance active pour un risque intermédiaire, une prostatectomie ou une radiothérapie, et bien sûr immédiate. Pour les risques élevés, là il y a plus de consensus dans le sens où il faut faire un traitement en effet, un traitement qui va plutôt être orienté par un traitement combiné, c'est-à-dire une radiothérapie avec un traitement hormonal, parfois une chirurgie, radiothérapie ou hormonothérapie associée. En Angleterre, bien sûr, le traitement va être identique. C'est une recommandation cette fois de traitement pour les risques élevés par chirurgie ou radiothérapie, associée ou non à un traitement hormonal. Alors, il y a certaines particularités individuelles, comme on l'a vu, qui sont issues aussi du bilan fonctionnel qui a été réalisé. Par exemple, la prostatectomie est pas recommandée si vous avez des comorbidités, un mauvais état général ou si vous avez plus de 75 ans. Il faut faire attention à certaines comorbidités. S'il y a eu des plaques pour traiter des hernies, par exemple, ça peut compliquer cette chirurgie. Si la prostate est toute petite, et s'il y a aussi, par exemple, des anticoagulants, donc ça fait partie des comorbidités et complications possibles en post-opératoire. Par contre, si la prostate est grosse avec des symptômes urinaires, on serait plutôt enclin, si on ne fait pas de surveillance active, si on doit faire un traitement, de proposer une chirurgie puisqu'elle va résoudre les deux problèmes, le problème d'une grosse prostate liée à un adénome plus celui du cancer. La curithérapie, elle, n'est pas possible si la prostate est grosse, s'il y a des symptômes urinaires liés à un adénome, donc une hypertrophie bénigne de la prostate, s'il y a eu des infections de la prostate auparavant, s'il y a eu une chirurgie au préalable de l'hypertrophie bénigne. S'il n'y a pas ces éléments-là, c'est un bon traitement pour les risques faibles ou intermédiaires, puisqu'il préserve bien la sexualité et la continence. Et il faut se méfier aussi comme pour la radiothérapie d'ailleurs, s'il y a un diabète ou si les patients sont des gros fumeurs ou s'il y a
une sensibilité particulière aux rayons familial, puisque dans ces deux situations, en fait, on risque d'avoir des troubles urinaires qui vont être majorés, en fait, avec les traitements de type rayon, que ce soit la curithérapie ou la radiothérapie. Alors, la problématique aujourd'hui, comme on le voit, c'est le bénéfice attendu du traitement, puisqu'à ce jour, pour les cancers localisés, à part pour les formes à haut risque, on voit que le risque de mortalité, en fait, il est, que ce soit par surveillance ou par traitement, il n'y a quasiment pas de différence. Par contre, il y a une forte différence, évidemment, sur les effets secondaires, en particulier la continence urinaire et la dysfonction érectile. Si on regarde ce qui est issu en effet de cette étude qu'on a citée tout à l'heure, qui était l'étude Protec, qui était synthétisée ici sur les effets secondaires, on voit en bleu, c'est la prostatectomie, en gris, la radiothérapie, puis la courbe violette, c'est la surveillance active. Que sur la continence urinaire, il y a une petite dégradation dans le temps que la surveillance active, mais qui est simplement due au vieillissement, en fait, physiologique. Que ce soit la prostatectomie un peu plus que la radiothérapie, ça altère quand même la continence urinaire. Pas tout à fait de la même manière. La prostatectomie sont plutôt des fuites d'urine à l'effort. La radiothérapie plutôt des fuites par hypersensibilité vésique. Pour la fonction érectile, là, c'est évidemment beaucoup plus net, même si la surveillance active, évidemment, avec l'âge et les érections diminuent chez l'homme. On voit qu'il y a une diminution très significative, immédiate par la prostatectomie par rapport au double de la radiothérapie. Et puis les altérations de la fonction digestive, en particulier à cause de ces saignements rectaux, ces troubles au niveau du rectum, c'est un petit peu plus par la radiothérapie que par la chirurgie, et évidemment quasiment pas par la surveillance. Donc ce choix, il doit être fait en fonction des options de traitement, ce qu'on a appelé sur les années de vie en bonne santé, donc sur cette qualité de vie, le bénéfice-risque, comme c'est représenté sur ces courbes, c'est-à-dire soit d'avoir une altération due à la maladie, soit d'avoir une altération à la qualité de vie due au traitement. Et donc pour la prostate, on est plutôt dans cette configuration, c'est-à-dire que quand on ne fait pas d'intervention, en fait, l'espérance de vie pour les formes en tout cas localisées, faible risque intermédiaire, menace pas l'espérance de vie. Par contre, l'intervention immédiate qu'on voit altère notablement la qualité de vie. Et donc ce choix doit être fait en fonction de ces critères et cette réflexion. Alors pour aider à ce choix, il y a des calculateurs qui ont été proposés et qui sont recommandés par les autorités de santé. Ici en Angleterre, il s'appelle le NICE pour les recommandations. Il y a un calculateur Predict, donc en fonction de l'âge, du PSA, du stade clinique, va proposer en fait quel va être le bénéfice en termes d'espérance de vie et puis bien sûr l'impact sur la continence urinaire, la sexualité ou les troubles digestifs. Avec l'ANAMACAP, développer également un calculateur un petit peu simplifié aussi, donc qui va utiliser l'état général, les facteurs aggravants et les scores de gravité, pour voir quels sont les traitements qui sont les plus favorables en termes à la fois de maintien de l'espérance de vie et d'amélioration de la qualité de vie. Donc, c'est important, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un regret post-thérapeutique, en fait, dû à une récidive de la maladie qu'on peut penser avoir été sous-traité, soit un traitement trop agressif qui a altéré la qualité de vie alors que l'espérance de vie n'aurait pas été menacée par exemple, une surveillance. Ce regret, en fait, quand on interroge les patients, il est souvent dû en fait à une mauvaise information concernant les effets secondaires, une mauvaise évaluation initiale en fait des priorités en termes de survie et de qualité de vie, et l'absence de proposition d'un deuxième avis. C'est bien d'avoir l'avis de deux spécialistes différents, et puis absence de participation à la décision. Et
Aujourd'hui, les autorités de santé sont sur le maintien d'une décision partagée, médecin-patient, avec même des outils d'aide à la décision, comme on l'a vu, l'outil Predict par exemple en Angleterre, qui apporte en fait une information, on va dire, objective dans la décision entre le médecin et le patient. Alors s'informer sur les risques des traitements, c'est bien sûr connaître la nature et leur gravité. À quel moment ils vont survenir? On a vu que par exemple, la radiothérapie, il y a un impact sur la fonction érectile, mais elle va être décalée dans le temps, après 5, voire plus, à la différence de la chirurgie, où l'effet va être immédiat. La probabilité aussi et la fréquence évidemment de ces risques. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on accepte plus le risque de l'angoisse de voir le traitement du cancer ou plutôt de pouvoir préserver sa qualité de vie le plus longtemps? Et puis, est-ce qu'il y a des moyens de réduire évidemment ces risques et de les anticiper? Alors, s'il y a des causes fréquentes d'informations trompeuses, ben oui, en fait, un praticien présente les informations de façon un petit peu tronquée. Donc, vous avez cité deux phrases qui sont classiques dans le domaine. On nous dit, avec un traitement pour un cancer localisé à faible risque, vous serez guéri à 95%. C'est vrai, mais il faut ajouter, si je ne fais pas de traitement, je serai aussi guéri à 95%. Après la radiothérapie, on ne peut pas faire de chirurgie. En fait, c'est presque une apalissade, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'indication qu'il y a d'autres traitements. S'il y a un échec de la radiothérapie, on va pouvoir faire des traitements focaux, par exemple, derrière. Et donc, cette phrase n'a pas lieu d'être. Il y a aussi une interprétation du patient, interprétation, je dirais, des statistiques. Souvent, les événements les plus marquants, qui sont les complications graves ou prioritaires, par exemple comme la fonction érectile, c'est très importante pour un patient, il va l'apercevoir comme la plus probable. La première information influence aussi souvent l'interprétation, et puis la manière, évidemment, comme on l'a vu au-dessus, peut orienter la décision dans un sens juste ou non juste. Donc pour évaluer ça, en fait, on peut utiliser ce diagramme en essayant de définir ses priorités et ses craintes, et puis de les opposer, bien sûr, aux bénéfices et inconvénients du traitement. Et on peut reporter ça, bien sûr, sur un graphe en fonction de la maladie. Ben, quel est mon risque évolutif et mon risque de complications, et puis quel est le risque que je prends sur les différentes fonctions érectiles, continence urinaire, par exemple, en fonction du traitement. Alors, cette acceptabilité des risques, on peut donc la quantifier aujourd'hui, a été faite avec différents questionnaires qui peuvent aider parfois les patients à y réfléchir en fait avant de prendre leur décision. Alors, les enjeux de prise en charge pour cancer localisé, comme vous l'avez compris, c'est un enjeu qui est un enjeu en termes avant tout de qualité de vie. Le risque vital, il est très faible, même si sa perception est souvent en fait augmentée, parce qu'on parle de cancer, c'est la peur du cancer, mais on a vu que le risque, quelle que soit la prise en charge pour un cancer localisé à faible risque évolutif ou intermédiaire, la mortalité à 20 ans, elle est de moins de 3%, et quel que soit le traitement. Donc la perception, évidemment, est un petit peu différente, et il faut bien sûr mettre en avant la qualité de vie pour cette prise en charge. Alors, que recommande l'ANAMACAP dans cette situation? Trois conseils. Bien sûr, ne pas paniquer. Un cancer localisé, on n'a pas le temps de réfléchir sur sa prise en charge. C'est pas forcément associé, comme on l'a vu, à un traitement. Ça peut être tout à fait un protocole de surveillance active. Et sous ce protocole de surveillance active, en fait, on l'a vu, 60% des hommes qui sont dans cette indication-là n'auront jamais de traitement.
et s'ils ont un traitement secondaire, en fait, on a vu pour les 40 autres %, ça ne va pas changer en fait le risque de mortalité pour ce cancer. Si la maladie est diagnostiquée beaucoup plus tard, on n'est plus dans le cas du cancer évidemment localisé. Ici, aujourd'hui, les traitements, donc comme on l'a vu, en font une maladie qui est chronique. Le deuxième élément, c'est d'avoir une décision partagée, informée, et qui doit être centrée bien sûr sur l'efficacité du traitement. Mais en fait, on l'a vu que même la surveillance avec potentiellement un traitement différé ou non assure en fait cette préservation de l'espérance de vie. Et donc, il faut réfléchir finalement, c'est à la préservation de la qualité de vie. Et puis s'informer s'il y a un traitement qui est nécessaire, soit les solutions en cas d'effets secondaires pour la continence urinaire ou pour les troubles de l'érection en particulier. La demande du deuxième avis, elle doit être proposée. Ils sont bien de la prendre avec un spécialiste différent. Si vous voyez un chirurgien au départ, voir un radiothérapeute pour voir si les options à la discussion vont être les mêmes. Et puis surtout de s'adresser aussi à des centres de soins qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui ont la panoplie des différentes options thérapeutiques possibles, pour ne pas être enfermé dans l'option qui est la seule et unique du centre où on va, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, les centres aujourd'hui pluridisciplinaires qui offrent en fait ce panel d'options thérapeutiques, donc permettent d'avoir un choix avec les différents spécialistes et les différentes modalités de traitement si elles sont dans les options possibles. Enfin, bien sûr, l'ANACAP est là pour que les patients soient pas seuls. Et puis la décision, c'est souvent aussi une décision de couple à ce stade de la maladie. Et donc, les épouses ou compagnons peuvent en effet participer à cette décision avec le patient vis-à-vis des médecins. Voilà pour cet atelier. Vous pouvez bien sûr poser les questions que vous souhaitez sur le forum de la NAMACAP pour avoir des précisions complémentaires si vous le souhaitez.